Où vas-tu, Antoine ? Dit Françoise Quesnay à son mari. Je vais jusqu'à la poste pour faire recommander cette lettre et pour promener Mowgli. La pluie a cessé, le ciel se découvre au-dessus de Menton, ça va s'arranger. Oh, Françoise, pourquoi ? La politique de son mari me fait horreur, et elle. Ne grogne pas, Antoine. Tu ne vas pas me dire que Sabine te déplaît. Au temps où je t'ai connu, elle était à peu près fiancée avec toi. Justement, je ne pense pas qu'elle m'ait jamais pardonné de t'avoir préféré. Et puis, je ne l'ai pas vue depuis 15 ans. Elle doit être une matrone mûrissante. Sabine n'est pas une matrone, dit Françoise. Elle a exactement 3 ans de plus que moi. Et en tout cas, les regrets sont vains. Sabine et son mari seront ici à 8 heures. Tu aurais pu me consulter. Pourquoi as-tu fait ça ? Tu sais que ça m'est désagréable. Bonne promenade, dit-elle gaiement, et elle sortit très vite de la chambre. Antoine se sentit frustré de sa querelle. C'était la tactique habituelle de sa femme que de fuir devant les discussions. Marchant dans les allées du Cap, entre les pins obliques et anguleux, il médita. Françoise devient insupportable. Elle savait très bien que je ne désirais pas voir ce couple. Aussi s'est-elle gardée de me parler de son projet. De plus en plus, elle recourt à la tactique du fait accompli. Et pourquoi invite-t-elle Sabine Lambert-Leclerc ? Parce que seule, avec moi et les enfants, elle s'ennuie. Mais qui a voulu vivre dans ce pays ? Qui m'a contraint à quitter Pont-de-l'Eure, mes affaires, ma famille, et à prendre tout jeune une retraite que je ne souhaitais pas ? Quand il commençait la revue de ses griefs, elle durait longtemps. Antoine avait aimé sa femme avec passion. Il l'aimait encore sensuellement, et aurait-on pu dire esthétiquement. Il pouvait regarder sans lassitude pendant toute une soirée ce nez fin, ses yeux clairs et moqueurs, ce visage aux traits purs. Mais comme elle l'irritait parfois, pour choisir des meubles, des robes, des fleurs, Françoise avait un goût exquis. Envers les êtres humains, elle manquait de tact. Antoine éprouvait des sentiments douloureux quand Françoise blessait un de leurs amis. Elle se sentait à la fois responsable et impuissant. Longtemps, il lui avait fait des reproches qu'elle supportait mal et auxquels elle ne prêtait guère attention, sûre d'être pardonnée le soir quand il aurait envie d'elle. Puis, il l'avait acceptée telle qu'elle était. Après 10 ans de mariage, il savait qu'elle ne changerait plus. « Mowgli, ici !» Il entra dans le bureau de poste. Au retour, sa méditation sur Françoise devint plus sombre. Était-elle même fidèle ? Il le croyait, mais qu'elle eût été plusieurs fois coquette et même imprudente. Cela était trop certain. Aurait-il été plus heureux avec Sabine Lambert-Leclerc ? Il revit ce jardin de Pont-de-l'Eure où Sabine le recevait adolescent. Toute la ville les disait fiancés, et eux-mêmes, sans avoir jamais parlé entre eux, étaient convaincus que ce mariage se ferait. Elle avait un tempérament de feu, pensa-t-il, se souvenant de la façon dont elle se serrait contre lui quand ils dansaient ensemble. Elle était la première jeune fille avec laquelle il se fût montré hardi, sans doute parce qu'il la devinait consentante. Il l'avait beaucoup désirée. Puis Françoise avait paru, et soudain, toutes les autres avaient pour lui cessé d'exister. Maintenant, il était lié à Françoise. 10 ans de vie commune, 3 enfants. La course était courue. Quand il la retrouva dans le salon, si fraîche, dans une robe de mousseline à fleurs vives, il oublia sa rancune. C'était Françoise qui avait fait cette maison, ce jardin, que les visiteurs admiraient.
C'était Françoise qui l'avait obligé à quitter Pont-de-l'Or et l'usine quelques années avant la crise de 1929. Si l'on pesait équitablement toute chose, elle lui avait plutôt porté bonheur. « Est-ce que Micheline et Baco dînent à table ?» demanda-t-il. Il le souhaitait, préférant la conversation de ses enfants à celle des étrangers. « Non, dit-elle. J'ai pensé que ce serait plus gentil d'être nous quatre. Arrange ta cravate, Antoine. » Gentil. Encore un mot qu'il détestait. « Non, ce ne sera pas gentil, se dit-il en renouant sa cravate devant la glace. Sabine allait être pointue, Françoise coquette envers Lambert Leclerc, le ministre autoritaire et dogmatique, lui-même Antoine, silencieux et sombre, gentil. On entendit la voiture dont les roues, au coup de frein, patinaient dans le gravier. Les Quesnay prirent un air négligemment actif. 1 minute plus tard, un couple entra. Sabine avait des cheveux noirs un peu crépus, les épaules grasses, de beaux yeux. Lambert Leclerc devenait très chauve. 3 cheveux barraient son crâne, comme des obstacles d'une piste. Il semblait de mauvaise humeur. À lui aussi, sans doute, ce dîner avait été imposé. « Bonsoir, chérie, » dit Françoise en embrassant Sabine. « Bonsoir, monsieur le ministre. »« Ah non, chérie, » dit Sabine. « Tu ne vas pas ministrer, mon mari. Tu m'appelles Sabine, appelle-le Alfred. Bonsoir, Antoine. » La soirée fut si tiède et si limpide que Françoise fit servir le café sur la terrasse. La conversation pendant le dîner n'avait pas été facile. Les femmes s'ennuyaient. Antoine, têtu, mécontent de lui-même, contredisait imprudemment Lambert Leclerc qui, mieux informé, marquait tous les points. « Vous êtes optimiste, parce que vous êtes au pouvoir, » disait Antoine. « En fait, la situation de la France est tragique. » « Mais non, mon cher, mais non. Les questions d'argent ne sont jamais tragiques. Les budgets de la France sont en déficit depuis 6 siècles. Et il est bon qu'il en soit ainsi. Il faut bien ruiner de temps à autre les rentiers. Sans cela, où irions-nous? Imaginez les fortunes placées à intérêt composé depuis Richelieu. Le budget de l'Angleterre est, lui, en équilibre, grommela Antoine. Il présente même des excédents, et les Anglais, que je sache, ne s'en portent pas plus mal. Cher ami, dit Lambert Leclerc, je n'ai jamais compris cette rage qu'ont les Français de comparer 2 pays qui n'ont ni la même histoire, ni les mêmes mœurs, ni les mêmes besoins. Si la France souhaitait réellement un budget en équilibre, nous le lui donnerions demain. Elle ne le veut pas, ou si vous préférez cette formule, elle ne le veut pas assez pour en vouloir aussi les moyens. Préparer un budget, ce n'est pas une question financière, c'est une question politique. Dites-moi, avec quelle majorité vous voulez gouverner? Je vous dirai, moi, quel budget vous pouvez bâtir. Les services du ministère des Finances sont prêts à vous faire un budget socialiste. Un budget radical, un budget réactionnaire, il suffit de parler. Tout cela est tellement plus simple que ne le croient les profanes. Est-ce si simple? Oseriez-vous dire de telles choses à vos électeurs? Françoise savait reconnaître à des signes imperceptibles, à un durcissement soudain des yeux, la montée des colères de son mari. Elle intervint. « Antoine, dit-elle, tu devrais descendre avec Sabine jusqu'au cloître pour lui montrer la vue. » Allons-y, tous les 4, dit Antoine. Non, non, dit Sabine. Françoise a raison. Il faut séparer les ménages. C'est tellement plus amusant. Elle se leva. Antoine dut l'imiter et la suivre, non sans jeter à Françoise un regard furieux qu'elle ne voulut pas voir. Tout ce que je craignais, pensa-t-il. Me voici pour une demi-heure seul avec cette femme. Va-t-elle en profiter pour me demander une explication qu'elle attend depuis 10 ans? Ce sera gai. Quant à Françoise, souhaite-t-elle que ce ministre, si content de soi, lui fasse la cour?
Quelle est cette odeur divine? Demanda Sabine Lambert-Leclerc. Celle des orangers. La pergola sous laquelle nous étions assis est faite d'orangers, de citronniers, de glycines et de rosiers. Mais nos rosés deviennent sauvages. Il faudra les regreffer. Suivez la petite allée qui descend. Est-ce que vous ne devenez pas sauvage, vous aussi, Antoine, dans votre solitude? Moi, j'ai toujours été sauvage. Est-ce que vous voyez un peu, malgré l'obscurité? Des deux côtés de ce bassin de faïence, ce sont des massifs de cinéraires. Le thème de tout le jardin est l'opposition de fleurs sombres, violettes ou bleues avec des notes très vives de jaune. Du moins, telle était l'idée de Françoise. Ici, sur la pente, elle a voulu créer une sorte de maquis. Genêt, lentisque, cyste, asphodèle. Je suis contente de vous revoir seul, Antoine. J'aime tendrement votre femme, mais tout de même, nous avons été de grands amis, vous et moi, avant que vous la connaissiez. Vous en souvenez-vous encore? Prudemment, il ralentit le pas pour ne pas se trouver trop près d'elle. Mais naturellement, Sabine, comment ne m'en souviendrais-je pas? Non, allez droit devant vous, traversez le petit pont, voici le cloître. Ces fleurs entre les dalles, ce sont des pensées tout simplement. Vous rappelez-vous ce bal du cercle qui fut mon premier bal? Vous m'aviez ramené chez moi dans la voiture de votre grand-père. Mes parents étaient déjà couchés et nous sommes entrés ensemble dans le petit salon sans dire un mot. Vous m'avez enlacé et nous nous sommes remis à danser gravement. Est-ce que je ne vous ai pas un peu embrassé ce soir-là? Un peu. Nous nous sommes embrassés pendant 1 heure. C'était bien agréable. Vous étiez mon héros. Comme j'ai dû vous décevoir. Au début de la guerre, vous m'avez au contraire ébloui. Vous étiez merveilleux. Je savais vos citations par cœur. Je les sais encore. Je pourrais vous les reciter. Ensuite, lorsque vous avez été blessé et que pendant votre convalescence, vous êtes fiancé avec Françoise Pascal Boucher, oui, très franchement, j'ai été déçu. Que voulez-vous? Je vous admirais tant. Lorsque je vous ai vu épouser cette jeune fille que je connaissais bien, qui avait été ma camarade de classe à Saint-Jean, qui était charmante, mais un peu sossote, je vous demande pardon, Antoine, j'ai été surprise, attristée. Et pas seulement moi, toute la ville. Mais pourquoi? Nous étions du même monde, Françoise et moi, et parfaitement assortis. Regardez, Sabine, cette muraille semée de lumière, c'est le rocher de Monaco. Ne vous penchez pas trop. La terrasse est à pic sur la mer. Attention, Sabine! D'un mouvement involontaire, il la retint par la taille. Avec une surprenante rapidité, elle se retourna et lui planta en pleine lèvre un baiser. Tant pis, Antoine. J'en avais trop envie. Il est plus difficile de se tenir à distance d'une chair déjà familière. Vous souvenez-vous de nos baisers au tennis? Oh, je vois que je vous choque. Vous êtes resté très qu'aîné. Je suis sûr que vous avez été un mari fidèle. Prodigieusement fidèle. Immaculé. Pendant 10 ans? Pauvre Antoine. Et vous avez été heureux? Très heureux. Alors, tout est pour le mieux, mon petit Antoine. Ce qui est curieux, c'est que vous n'avez pas l'air heureux. À quoi voyez-vous cela? Je ne sais pas. Quelque chose en vous d'impatient, d'irritable, de désœuvré. Tout de même, Antoine, vous étiez un qu'aîné de Pont-de-l'Eure, c'est-à-dire un être actif, un chef. Et vous vivez ici, loin de votre métier, de vos amis. Je sais bien que vous avez tout sacrifié au goût de votre femme, mais il n'est pas possible que vous ne le regrettiez. Peut-être, au début, ai-je souffert de ce départ. Mais j'ai trouvé ici d'autres moyens de m'occuper. J'ai toujours beaucoup aimé l'histoire. Je travaille. J'ai même publié quelques livres qui ont eu un certain succès. Un certain succès? Mais ils ont eu beaucoup de succès, Antoine. Et ils sont remarquables, surtout votre Louis XI. Vous les avez lus? Si je les ai lus. 100 fois.
D'abord parce que moi aussi j'adore l'histoire, et puis aussi parce que je vous y cherchais. Je suis restée très curieuse de vous, Antoine. Et je vous tiens pour un excellent écrivain. Non, non, je n'exagère pas. J'ai même été frappé, je vous l'avoue, pendant tout le dîner par le silence de Françoise sur ce côté de votre vie. À 2 ou 3 reprises, mon mari a essayé de vous parler de vos livres. Chaque fois, Françoise a coupé. Elle devrait, semble-t-il, être fière. Oh, il n'y a là aucun sujet de fierté. Seulement, c'est vrai que Françoise ne s'intéresse pas du tout à ce genre de travaux. Elle lit plutôt des romans. Et surtout, elle est artiste à sa manière. Elle l'est pour ses robes, pour l'ordonnance de son jardin. Pensez que c'est elle qui a réglé ici la place de la moindre touffe de fleurs. Depuis que la crise a touché Pont-de-l'Eure, nos revenus ont baissé. Françoise fait tout elle-même. Françoise fait tout. Françoise a tant de goût. Ce qui est amusant, c'est qu'il le croit. Mais vous êtes trop modeste, Antoine. Moi, j'ai connu Françoise jeune fille. Elle avait beaucoup moins de goût qu'aujourd'hui, ou du moins, elle avait ce goût excessif des Pascal Boucher pour des bibelots, pour les ornements, quelque chose de mièvre. C'est vous qui l'avez formée et qui lui avez enseigné la beauté des lignes simples, de l'ordre. Et surtout, c'est vous qui lui avez donné les moyens de mener ce train. La robe qu'elle porte ce soir est jolie, parfaitement choisie, mais n'oubliez pas, mon cher, que c'est une robe de Schiaparelli. Cela rend le goût assez facile. Détrompez-vous, Sabine, c'est une robe que Françoise a faite avec sa femme de chambre. Ah ça, non, mon petit Antoine, il ne faut pas raconter ces choses-là à une femme. Il y a une technique du biais, une perfection des nervures. Et d'ailleurs, Schiaparelli se réserve l'exclusivité de ses imprimés. Ce mélange de boutons d'or et de pervenche n'existe que chez elle. Peu importe d'ailleurs. Cela importe malheureusement plus que vous ne pensez. Je vous ai dit que nous n'avions plus les mêmes revenus que jadis. Nous en sommes même très loin. Pont-de-l'Eure ne me donne plus rien et Bernard écrit que cela peut durer ainsi plusieurs années. Mes livres se vendent assez bien. J'écris quelques articles. Tout de même, la pauvre Françoise n'aurait guère les moyens de s'habiller dans les grandes maisons. Alors c'est prodigieux, mon petit Antoine. Incroyable, mais prodigieux. Il faut que je m'incline. D'ailleurs, j'ai toujours eu, moi aussi, une sorte de faiblesse pour Françoise. Et je n'ai jamais compris pourquoi les gens ne l'aiment pas. Est-ce que les gens ne l'aiment pas? Ils la détestent, vous ne le saviez pas? J'étais frappé de retrouver à Nice les mêmes jugements sur elle qu'à Pont-de-l'Eure. Que lui reproche-t-on? Oh, toujours les mêmes choses. D'être égoïste, coquette avec les hommes, un peu perfide avec les femmes, très dissimulée, et puis de manquer de tact. Moi, je l'ai toujours défendu. Déjà au temps où nous étions ensemble, internes à Saint-Jean, je disais Françoise Pascal Boucher vaut beaucoup mieux qu'elle n'en a l'air. C'est ce ton factice, cette voix désagréable qui vous hérisse contre elle. Vous trouvez qu'elle a une voix désagréable? Antoine, c'est vrai qu'après 10 ans, vous ne devez plus l'entendre. D'ailleurs, ce n'est pas sa faute. Je ne lui en veux pas. Non. Ce que je le lui pardonne plus difficilement, c'est d'avoir un mari tel que vous. Et quoi? Non, non, rien. Vous n'avez pas le droit, Sabine, de commencer une phrase qui paraît chargée de sous-entendus et de vous arrêter. Vos informateurs disent-ils aussi que Françoise a eu des amants? Vous parlez sérieusement, Antoine? Avec un terrible sérieux, je vous assure. Vous savez bien, mon cher, qu'on en dit autant de toutes jolies femmes. Mais qui sait, il peut y avoir fumée sans feu. Françoise est imprudente. Quand je pense qu'à Pont-de-l'Eure, elles ont été jusqu'à l'accuser d'être la maîtresse de votre frère. De Bernard? Oui, de Bernard. C'est complètement idiot. Bernard est la loyauté même. C'est ce que je n'ai cessé de répondre. Françoise ne sait pas quelle bonne avocate elle a en moi. Qu'est-ce que cette touffe blanche qui brille au clair de lune? Des liserons. C'est ravissant. Ce sont les lys des chants de l'Évangile, n'est-ce pas?
Non, je ne crois pas. Voulez-vous que nous allions rejoindre les autres? Vous êtes bien pressé, Antoine. Moi, je resterai volontiers avec vous toute la nuit dans ce jardin. J'ai un peu froid. Tenez votre main. Mais c'est vrai qu'elle est glacée. Voulez-vous la moitié de ma cape? Dire que nous avons failli vivre ainsi serrés l'un contre l'autre. Vous ne l'avez jamais regretté, Antoine? Que voulez-vous que je réponde, Sabine? Et vous? Êtes-vous heureuse? Très heureuse, comme vous, mon pauvre Antoine. C'est-à-dire avec un fond de désespoir. Je prends le sentier qui monte, n'est-ce pas? Je peux être franche avec vous. J'ai longtemps souhaité mourir. Maintenant, cela va mieux. Je m'apaise. Vous aussi. Comme vous êtes perspicace, Sabine. N'oubliez pas que je vous ai jadis aimé, Antoine. Cela donne beaucoup de lucidité. Soutenez-moi, voulez-vous? Cette pente est raide. Dites-moi, Antoine, quand avez-vous découvert ce qu'était Françoise? Quand l'avez-vous vue telle qu'elle est? Car au moment de votre mariage, vous étiez fou d'elle. Je crains qu'il n'y ait en ce moment un malentendu entre nous, Sabine. Je voudrais que vous compreniez, j'ai aujourd'hui encore beaucoup d'affection pour Françoise. Et même affection est un mot ridicule et faible. J'aime Françoise. Mais comme vous le disiez, les 2 premières années de notre mariage ont été des années de véritable adoration, d'un amour que j'avais toute raison de croire mutuel. Ça? Quoi ça? Ah non, Sabine, vous allez trop loin. Vous ne me priverez pas de mes souvenirs. Françoise m'a donné alors des preuves d'amour auxquelles l'homme le plus aveugle ne se trompe pas. Nous vivions l'un pour l'autre. Nous n'étions heureux que dans la solitude. Vous ne me croyez pas? Mais enfin, Sabine, je sais ce que je dis. J'y étais, et vous n'y étiez pas. J'y étais avant vous, mon pauvre ami. Je connais votre femme depuis son enfance. Sa sœur Hélène et elle-même ont été élevées avec moi. Je vois encore Françoise dans la cour de Saint-Jean, une raquette à la main, nous disant à Hélène et à moi: « Il faut que je l'épouse, l'aînée de Quesnay, et je l'épouserai. » Ce n'est pas possible, Sabine. La famille Pascal Boucher et la mienne avaient toujours été brouillées. Françoise ne me connaissait pas. Nous nous sommes rencontrés par hasard. En 1917, pendant mon congé de convalescence. Par hasard, c'était en effet ce que vous deviez croire. Mais j'entends encore Hélène m'expliquer la situation. La vérité est qu'au moment où la guerre a éclaté, leur père, M. Pascal Boucher, était ruiné. C'était un noceur et un collectionneur, 2 plaisirs coûteux. Ses filles l'appelaient toujours le Pacha, et il méritait le surnom en plus d'une manière. La restauration du château de Fleuret l'avait achevé. « Mes petites filles », avait-il dit à Hélène et à Françoise, « il n'y a que 2 alliances dans ce pays qui puissent nous sauver, celle des Tianges et celle des Quesnay. Les petites ont réussi le doublé. Qui vous a raconté cette histoire? Je vous l'ai dit, les 2 sœurs elles-mêmes. Et vous ne m'avez pas averti? Je ne pouvais pas dénoncer une amie. Et puis, je ne voulais pas lui gâter sa seule chance. Parce que Françoise, personne à Louviers ni à Pont-de-l'Eure, à part un Don Quichotte naïf comme vous, ne l'eût épousée. Les familles normandes n'aimaient pas les faillites. Mais jamais M. Pascal Boucher n'a fait faillite. C'est vrai. Mais pourquoi? Pendant la guerre, le gouvernement l'a soutenu grâce à son autre gendre, Maurice de Tianges, qui était député. Après la guerre, vous savez mieux que personne que votre grand-père a fini par l'aider. C'était bien ce qu'il avait espéré. Ah, voici de nouveau cette odeur divine. Nous devons approcher de la terrasse. Arrêtez un instant, Antoine. Je suis tout essoufflé. C'est que vous avez parlé en montant la côte. Touchez mon cœur, Antoine. Il bat à se rompre. Tenez, passez mon mouchoir sur vos lèvres. Les femmes sont terribles. Elles découvrent tout de suite une trace de rouge. Non, pas votre mouchoir, voyons, ça se verrait.
Si vous étiez un mari moins exemplaire, vous sauriez cela depuis longtemps. Et puis, épousseter votre épaule gauche vous ai peut-être laissé un peu de poudre. Bien. Nous voici dignes de reparaître à la lumière. » Quelques instants plus tard, les visiteurs partirent et les deux femmes se firent des adieux tendres.